encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de participer sur ce webinaire. Et on allons parler de l'impact nous allons parler d'un climat d'insécurité pour la COP27 ou l'impact de la crise climatique sur les femmes, la paix et la sécurité dans la région MENA. Et notre webinaire sera sur la préparation vers le COP27. C'est reconnu en fait par l'environnement qui est en train de travailler ce webinaire sera en train de souligner différentes facettes et encore différents problèmes qui sont présentés par le climat et spécifiquement en relation avec le conflit qui est en train de se faire maintenant, mais aussi les problèmes militaires qui sont en train de présenter une crise et des solutions. Mais nous allons aussi partager avec nos invités pour voir comment est-ce que nous allons intégrer l'approche féministe pour apporter un problème sur une solution sur ces problèmes que nous avons. Pendant que nous sommes en train d'approcher sur la COP27, le climat ou le réchauffement climatique qui sera conduit au Moyen-Orient. Et l'année prochaine aussi, nous voyons que ceci est vraiment une très bonne opportunité de parler du changement du climat et comment est-ce que ceci est est en relation avec l'impact climatique sur la famille, la sécurité et la paix. Et l'implication du changement climatique. Il y a de grands dommages qui ont été causés par le changement du climat et pas seulement en train d'affecter la production de l'eau ou encore la nourriture, mais ceci va conduire aussi à conduire l'insécurité et va apporter beaucoup de complications sur le conflit qui sont déjà en train de se passer dans différents environnements qui va apporter beaucoup plus d'extrémisme aussi. Alors, bien que le changement climatique n'est pas assez surtout lorsque nous parlons de l'insécurité qui crée beaucoup plus de problèmes au niveau de femmes. Alors, nous sommes une minorité qui ont beaucoup plus de victimes. Les femmes sont plus victimes de conflits et de violences. Et dans des endroits où il y a des conflits, par exemple, il y a il y a un climat d'insécurité et de violence sexuelle. Alors aujourd'hui, la discussion d'aujourd'hui, nous serons en train de parler de nombre de thèmes en relation avec le climat, changement climatique, comment est-ce que ceci est lié avec la sécurité et comment est-ce que nous allons apporter une perspective féministe et nous allons apporter différentes interventions de femmes. Nous avons le Dr. Anand Awad qui sera en train de parler de mais aussi sur le chapitre de Palestine. Et nous avons aussi avec nous, il y a Michel qui est une représentative de WILF, du groupe de. Nous avons notre invité, la présidente de WILF Liban, qui est ici, Dr. Nadia Al-Sakaf, et qui est indépendante d'une directrice de recherche en Arabie, et aussi notre collègue Roula Assad, qui est une féministe syrienne, qui est aussi fondatrice de le réseau syrien, Shirin Jordi with Liban. Et alors, j'aimerais aller directement chez Michel Lansing pour puisse apporter une parole d'ouverture. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir de voir tous aujourd'hui, ce soir, pour ce webinaire. Et alors, je m'appelle Michel et je suis de WILF, section d'Allemagne, et j'ai un plaisir de pouvoir vous présenter un groupe de travail environnemental. Alors, ce webinaire a été travaillé par le groupe environnemental. Oui, ça c'est un groupe qui est basé dans différentes sections. Il y a des membres de différentes sections partout dans le monde qui viennent tous ensemble dans ces groupes pour travailler dans le thème de l'intersection de
le climat ici, le désarmement, ce groupe a été mis déjà depuis, en place depuis bien longtemps. Et notre parole est simple, il n'y a pas de paix s'il n'y a pas un climat de justice. Voilà pourquoi nous sommes en train de connecter le thème comme l'environnemental, la justice environnementale, la démilitarisation, mais aussi pour pouvoir promouvoir la paix féministe. Et lorsque nous sommes en train de voir la crise climatique, nous parlons de différentes intersections, l'intersection du capitalisme militarisé, le patriarcat, la colonisation, et comment est-ce que ceci affecte non pas seulement le genre, mais aussi la planète où nous sommes en train de vivre. Alors, nous nous rencontrons chaque mois dans notre groupe environnemental et nous avons aussi une page web sur la paix féministe et l'environnement, que vous allez voir ça dans le site que nous allons poser le lien dans la barre de dialogue. Et nous sommes aussi en train d'inviter de nouveaux membres. Si vous êtes tellement intéressés, et ça, ce sont des thèmes de passion, nous avons vraiment beaucoup plus de besoin de voir dans des perspectives, dans le groupe où nous sommes en train de travailler. Nous avons déjà des représentatifs partout dans le monde, mais nous sommes toujours en train d'inviter de nouvelles perspectives que nous pourrions avoir. Au-delà d'organiser les idées de webinaires et venir ensemble, nous pouvons discuter sur des thèmes importants. Nous faisons aussi d'autres choses, par exemple des recherches, nous écrivons des synthèses, nous écrivons des lettres, nous avons une délégation dans notre environnement, dans notre groupe de travail. Alors, nous avons envoyé une délégation dans le Stockholm 15. Nous allons aussi envoyer une délégation le mois prochain dans la conférence de COP27 qui va prendre en Égypte le 6 novembre jusqu'au 18. Alors, nous avons une délégation de 10 personnes au total, différents représentatifs de différentes régions, où nous serons en train de venir ensemble pour vraiment parler et faire passer notre message pour dire que c'est vraiment urgent de pouvoir démilitariser, de décoloniser, mais aussi de pouvoir nous tenir pour la justice climatique. Alors, nous sommes vraiment un groupe clé qui est en train de travailler, qui est en train de mettre, enfin, en train d'expliquer le lien, qui dit qu'il doit y avoir vraiment des investissements sur la militarisation, mais aussi avoir une implication, un investissement sur la paix féministe et sur la justice climatique. Et voilà, nous sommes vraiment en train d'apprendre cet espace. Nous avons eu à parler déjà en août sur notre premier webinaire dans le continent africain. On est sorti dans deuxième webinaire en septembre. Comment est-ce que l'Ouest a eu à militariser? Et en troisième webinaire, nous sommes en train de parler dans la région de Mina. Je suis tellement content et reconnaissant d'être ici pour entendre que merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier l'interprète qui était en train de parler rapidement pour suivre ce qu'elle était en train de dire. Alors, je le docteur Alain. S'il vous plaît, vous pouvez juste mettre enlever votre micro en sourdine. Vous pouvez juste enlever. Et on pourra peut-être revenir un peu plus tard. Et maintenant, nous pouvons vraiment, nous ne pouvons pas t'écouter, docteur Anna. Euh,
nous serons un peu plus tard. Et maintenant, j'aimerais aller à l'université libanaise. Elle a eu à accomplir beaucoup elle a eu à faire beaucoup de diplômes où elle a eu à faire l'urbanisation. Alors, elle a fait l'adaptation de l'urbanisation dans les changements du climat. Docteur, j'aimerais poser cette question. Quelle est la possibilité, quelles sont les possibilités de points qui relient le changement climatique et le conflit? Comment est-ce que nous pouvons trouver une très bonne réponse à ces solutions au problème du changement climatique, surtout dans le contexte du Liban? Bon, je vous remercie bien, Madame Salma. Et pour répondre à ces deux questions et parler un peu de la situation du Liban et la région MENA, j'aimerais bien quand même faire une présentation. S'il y a une possibilité que je fasse le share screen, c'est possible? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire share screen? Facile. Ah, ok. Yalla, c'est bien. Yalla, Inch'Allah. Shukran. Donc, pour répondre à ces deux questions, j'aimerais bien quand même parler de trois variables. Comme vous voyez, vous arrivez à voir la présentation, c'est possible? C'est bon? OK. Donc, je vais parler de trois variables qui sont le changement climatique, le conflit et la question du genre. Pour répondre à ces deux questions, les liens entre le changement climatique et le conflit, et comment le genre est une lentille transversale à travers laquelle les gens vivent les deux problèmes. Donc, pour la première variable, le changement climatique, je ne veux pas parler trop, puisqu'il y a beaucoup des impacts, et vous le connaissez bien, mais juste pour dire, déjà, il y a la perte de la biodiversité, la sécurité alimentaire dans ces quatre dimensions. Il y a des impacts significatifs sur les sources d'eau douce, les catastrophes naturelles, les maladies infectieuses. Et au Liban, actuellement, on a le problème du choléra qui est vraiment, bon, c'est un problème nouveau, mais qui nous gêne. Comment? D'accord. En tout cas, moi, j'ai traduit en anglais. Et les gens qui me suivent peuvent lire encore. Donc, encore, ce qui est flagrant, c'est le flux de migration humaine, interne et transfrontalière qui entraîne des vastes changements dans l'utilisation de terres. Et c'est ça ce qui se passe actuellement au Liban. Encore, c'est une affectation, c'est un grand problème pour les droits de l'homme en général. Donc, pour parler du deuxième variable, qui est les conflits et la sécurité internationale, soi-disant, ça demande un cadre collectif. Là où il y a 5 dimensions pour cette sécurité, que ce soit militaire, politique, économique, sociale et environnementale, et au concept traditionnel de sécurité s'ajoutent d'autres concepts qui s'élargissent dont le terrorisme, la criminalité organisée et qui ont des menaces assez sévères sur l'ensemble des pays, des groupes infranationaux et les individus. Pour deux variables, le conflit et
l'environnement, on peut dire qu'il y a deux types de conflits. Des conflits directs, comme ce qui se passe actuellement entre l'Égypte et l'Éthiopie au sujet des eaux du Nil. Il y a les conflits internationaux qui sont indirects et que la région de MENA souffre de ce conflit. C'est le problème d'immigration clandestine, là où il résulte surtout de la détérioration des conditions sociales de la population qui fuit de leur pays pour aller ailleurs, surtout en Europe. Tout cela a des répercussions qui menacent l'avenir des générations actuelles et futures. Et c'est une question qui nécessite des efforts internationaux et locaux concertés. Le nouveau concept que les Nations Unies en 1994, ils ont formulé un nouveau concept sur la sécurité et la justice environnementale. Et cela sous double dimension, assurer la sécurité de tout individu sur la planète et encore la protection contre les perturbations soudaines et les intrusions de la vie quotidienne. Et ce rapport a identifié un ensemble de caractéristiques pour le nouveau concept de sécurité et de justice environnementale, tant qu'il est universel pour tous les êtres humains, que ce soit dans les pays développés ou les pays sous-développés. Mais encore, l'interdépendance de toutes ces composantes et leur affectation les unes par les autres. Et le troisième point, c'est la prévention précoce qui est la meilleure solution et la moins coûteuse. Avec ces deux variables, comment on peut voir la question du genre? En fait, les hommes et les femmes et les hommes dans les pays en développement, et en particulier dans la région MENA, dans les zones rurales, sont tous vulnérables lorsqu'ils dépendent fortement des ressources naturelles locales pour leur subsistance. Cependant, les femmes sont les plus affectées de manière disproportionnée lorsqu'elles ont un accès inégal aux ressources naturelles et matérielles, à l'éducation et au processus de prise de décision. Les femmes, en fait, sont des actrices, je peux dire, et des agents efficaces du changement, en ce qui concerne à la fois la mitigation et l'adaptation. Les femmes ont souvent des solides connaissances et une expertise qui peuvent être utilisées dans les stratégies à suivre pour atténuer les risques et les catastrophes. Et même les responsabilités des femmes dans les ménages et les communautés en tant que gardiennes des ressources naturelles et des ménages les positionnent bien pour contribuer aux stratégies de subsistance adaptées aux réalités environnementales changeantes. Donc, impérativement, on doit identifier des stratégies sensibles au genre pour répondre aux crises environnementales et humanitaires causées par des changements climatiques. Quant à la question soulevée au début, je peux dire que les questions de genre, le changement climatique et la question de sécurité sont interconnectées de manière complexe et puissante. L'adoption de la résolution, c'est à mon avis, l'adoption de la résolution de 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité n'est pas encore puissante dans ses implications dans les politiques des États, en particulier dans la région MENA. Les communautés de politiques de sécurité et de climat ont tendance à être composées de personnes, principalement des hommes, qui manquent presque totalement d'expertise en matière de genre ou même de sensibilisation aux politiques de genre. Et ils confondent genre et femme et ils utilisent les termes de manière interchangeable. D'où réside le problème, à mon avis. Le genre ne concerne pas seulement les vulnérabilités des femmes, il faut accorder beaucoup plus d'attention à la façon dont les idées sur la masculinité et les comportements masculins façonnent le type nexus qui doit être davantage prioritaire et intégré analytiquement et politiquement. J'ai fait un petit schéma montrant qu'en quoi la sécurité, la question de la sécurité, les conflits et le changement climatique, il y a deux chemins d'interaction. Alors, les questions soulevées, les questions de genre, il y a one-way interaction, comme ce qui
ce que le chemin montre, alors que vice-versa, il n'y en a pas. Donc, c'est à nous, des organisations féminines, à nous de travailler pour que la question des genre soit prioritaire et intégrée analytiquement, que ce soit dans les analyses, dans les études et politiquement sur le plan de prise de décision. Certainement, il y a des facteurs de disparité hommes et femmes. Et ça se voit surtout dans la région de ménage, par les différences entre les sexes dans les niveaux de revenus et d'accès aux moyens financiers et économiques, les différences de niveau d'éducation, mais encore l'ampleur de la dépendance à l'égard des ressources naturelles. Et la part inégale des femmes dans la propriété foncière. Et c'est ça un problème assez critique dans notre monde arabe, c'est à cause des droits d'héritage. Encore, la sous-représentation politique des femmes, c'est un handicap, leur manque de participation dans les cercles de négociation et de médiation, mais encore les normes culturelles et les traditions sociales. L'inclusion inégale des femmes et des hommes dans tous les aspects du projet sur le changement climatique, y compris la technologie, n'est pas la même. Donc, la femme, elle est privée d'avoir accès à la technologie comme l'homme en général dans notre monde. Si je parle du Liban, ce petit pays qui a à peu près 10 450 km², et ce pays-là est un pays en développement, fortement urbanisé, qui se trouve sur la côte orientale de la mer Méditerranée. Et comme vous voyez dans le schéma, c'est un pays très urbanisé, comme je viens de dire, à forte raison, 88% urbanisé et 11% rural, puisque tout est, on bâtit n'importe où au Liban, hélas. Surtout dans les zones côtières qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique. L'instabilité politique et l'inefficacité du régime politique à tous les niveaux sont devenues la norme, hélas. Mais la dernière crise économique du pays est la plus dure pour la population que n'importe laquelle de ces luttes depuis la guerre civile de 1975. Mais encore, le changement climatique constitue une menace multiplicatrice qui exacerbe les problèmes actuels en termes d'énergie, de déchets, d'eau, pollution de l'air, sécurité alimentaire et sanitaire. Plus en détail, je peux dire une étude récente faite par Gallup, comment dire, plus en détail, si par exemple, je veux parler un peu de la population libanaise, là où il y a la population résidente actuellement sur le territoire libanais, c'est 5 millions, on se trouve avec 3,2 millions de population en besoin. Donc, 1,5 million de Libanais, 1080, pas 1000, 100 080 Palestiniens réfugiés au Liban. On a à peu près 29 000 Palestiniens réfugiés venant de la Syrie et on a, suivant les statistiques officielles, 1,5 million de Syriens déplacés. Donc, et ce chiffre, j'imagine qu'il dépasse largement, d'après le ministre des Affaires sociales, ça dépasse largement 2,5 millions, puisqu'on a pas mal de Syriens qui sont clandestins dans le pays tant qu'on a la frontière, on est à la frontière. Je ne dis pas ça pour... simplement, je dis la vérité de ce qui se passe actuellement sur le territoire libanais. Tout cela crée une certaine tension sociale avec une incertitude politique persistante dans un contexte de tension géopolitique et régionale croissante. L'insécurité communautaire est flagrante avec des niveaux de violence sans précédent, une escalade des vols, des crimes et des affrontements. Et les agressions et la violence sont plutôt contre les femmes et les filles. On a une fragilité du système de santé libanais. On a une incidence plus élevée des maladies infectieuses. D'abord, on avait COVID-19, actuellement Corona,
et on a donc, tous les hôpitaux libanais sont en danger. Tout cela lié encore au conflit lié avec les tensions sur le carburant, puisqu'on a une pénurie grave de diesel et on a une crise des services d'électricité et d'eau. On a une coupure d'électricité d'à peu près, on a 1 heure sur le 24 et ça crée des sacrés problèmes pour la population résidente libanaise ou autre. C'est pour cela, dans un revue que vous voyez, dans un rapport, il a mentionné que 2 pays, l'Afghanistan et le Liban. Le Liban, il est le second à 1 point près de l'Afghanistan. La population dans son ensemble est devenue plus triste, plus inquiète et plus stressée. Sur l'ensemble de la planète, moi je dis là. Et vraiment, pour nous, c'est choquant, puisque l'histoire du Liban n'était pas comme ça, hélas. Mais c'est ça la vérité de la réalité actuelle. Quant à la sécurité alimentaire, on voit que le Liban est parmi les pays là où il y a une inflation. C'est aux alentours de 240, comme le... J'ai mis déjà les sources de tous mes chiffres, ce sont des sources officielles. Et on est, comment dire, comme je viens de dire, parmi les pays les plus touchés par cette crise. Pour ne pas dire tout est noir, je peux dire qu'il y a un peu d'espoir. Depuis octobre 2019, les femmes sont à l'avant-garde des manifestations au Liban. Souvent des questions d'inégalité entre les sexes, de corruption, d'instabilité politique, de violence ethnique, sectaire ou autre. Et ça donne un peu d'espoir. Espérons qu'on arrive un jour à changer les choses. Concernant le changement climatique, le ministère de l'Environnement libanais estime que le coût de l'inaction, je dis là, puisque le gouvernement ne fait rien, l'inaction climatique s'élèvera à 80 milliards de dollars américains en 2040. Et cela comprend les dommages directs des vagues de chaleur, des sécheresses, des tempêtes, ainsi que les dommages indirects du ralentissement de la croissance économique. Et comme vous voyez, ça, c'est le schéma du ministère de l'Environnement. J'ai essayé quand même d'expliquer un peu en anglais, en français, le problème qu'on souffre actuellement dans la montée du niveau de la mer de 60 cm durant les 3 dernières années. Et on est de même pour la baisse de la production agricole, etc., la sécheresse et tout cela. Certaines photos montrant pourquoi même le cèdre du Liban, qui est emblématique, est touché par le réchauffement climatique. La photo qui se trouve ici, c'est la photo de la plage juste après la guerre entre Hezbollah et Israël. Les inondations, on la trouve partout, surtout avec la première pluie. Donc, il ne faut pas baisser le bras et au gouvernement, il faut accorder la priorité à la planification climatique, à la gestion des risques de catastrophes et il faut que le renforcement de la résilience, elle doit être cruciale. L'accent doit être mis aussi sur la sensibilisation, le développement de l'information, des connaissances et les partager avec toutes les couches de la société. Et j'imagine que l'entrepreneuriat par le biais du secteur privé peut jouer un rôle essentiel grâce à l'innovation technologique durable et résistante au climat. Et on a déjà commencé à voir des projets qui sont rayonnants, je peux dire, au niveau local sur le territoire libanais. Je n'ai pas le temps maintenant de parler de ce projet. J'aimerais bien quand même, je ne sais pas si j'ai pris un peu de temps, mais juste pour signaler. Pardon, sorry, 2 moments, oui, 1 minute s'il vous plaît. Oui, d'accord. C'est juste pour signaler qu'on voit une étude récente de Arab Baromètre montre bien que le grand défi dans les pays arabes, c'est une étude faite sur 26 000
habitants de 12 pays arabes. Donc, le problème de l'eau, la pollution de l'eau potable est majoritaire. On a encore le problème de déchets. Je vais passer vite. Voilà, ça montre bien la pollution de l'eau, des eaux superficielles, etc. Et on a, qui m'a choqué quand j'ai lu ce rapport, que face à des défis plus immédiats, l'insécurité alimentaire et l'instabilité politique, les citoyens se concentrent davantage sur d'autres défis que l'environnement à l'heure actuelle. Et ça me choque un petit peu puisque c'est pas bien pour le réchauffement climatique. Ils disent encore qu'ils partagent la responsabilité avec leur gouvernement, mais ils demandent une grande application de ce gouvernement dans la lutte contre le changement climatique. Je passe, on appelle comme ça, mais encore, l'écrasante majorité dans la plupart de ces pays disent que le manque de sensibilisation environnementale est, c'est vraiment un contributeur important aux défis environnementaux. Merci beaucoup. Oui, pour mes... excusez-moi. Je vous laisse comme recommandation à la fin, si vous voulez. Et merci de votre attention. Voilà, nous allons passer à une autre personne qui a une grosse expérience dans le développement, les finances. Et voilà, je crois que elle était le maître d'information en Niamey. Et après ça, docteur, nous voulons écouter quels sont les accès potentiels pour vous avez la parole. Merci beaucoup. Je ne peux pas partager. Alors, si vous pouvez le faire pour moi, merci. Vous n'avez pas besoin de partager le rêve. En fait, ce que mon collègue a dit à propos des thèmes techniques et les soucis qui ont à voir aux soucis derrière le changement climatique. Alors, je vais juste vous raconter une histoire. J'ai commencé mes recherches en termes de l'impact du changement climatique. Je travaillais avec Oxfam et j'ai rencontré une jeune fille. Elle avait peut-être 12 ans et elle s'appelait Medline. Je me posais la question, Medline, on dirait, c'était un peu, pour une fille du Yémen, c'était un nom assez étrange un peu, voilà, donc parce qu'elle était du Yémen. Et elle était, bon, voilà. Et en fait, elle avait un rêve pour sa fille. Elle avait un rêve différent pour sa fille, différent de ce qu'elle vivait. Voilà, donc, ce qu'elle faisait généralement, c'est, je crois qu'en ce moment-là, je me suis dit, c'est pas normal. Je sais, nous pouvons comprendre que je vivais dans un environnement protégé, voilà, donc je ne voyais pas une fille de 12 ans travailler, voyager 3 heures pour travailler, donc en fait, c'était déconnecté de la réalité. En fait, l'histoire de Madeleine, c'est qu'elle a été épousée à l'âge, elle a été donnée en mariage à l'âge de 12 ans à un monsieur
de golf. Voilà, en 2003, je crois que c'était quelque chose d'assez récurrent. Les gens du Golfe venaient aller à Yémen, épousaient des petites filles et puis les abandonnaient après 12 mois et les abandonnaient avec leur famille dans la souffrance. Voilà, donc lorsque nous regardons à cette mission, avant, nous sommes 171 parmi les autres organisations. Voilà. Donc, ne pas organisation pays. Ça veut dire que nous sommes un pays qui est le pays qui est le moins préparé. Et que en 2015, notre pays sera à. En 2025, nous aurons encore plus de soucis. La pauvreté atteint ses 70% et la famine et l'insécurité. Nous avons 70 millions de personnes au Yémen qui souffrent, qui subissent l'insécurité alimentaire et il y a également beaucoup d'entre eux qui n'ont même pas le minimum. Voilà, il y a également le changement climatique. Il y a nous sommes le premier, la première ville dans le monde pour avoir subi, qui a subi l'inondation. Voilà, donc, à un moment donné, nous aurons pu être le premier pays vert parce que nous avons commencé à utiliser des plaques solaires et tout ça. Il y a également, à chaque fois que j'ai dit, il y a un côté positif, il y a aussi un côté négatif. Le souci avec les pannes solaires, les plaques solaires sont que ça poussait les agricultures à perdre de plus en plus d'eau et ce qui avait un effet négatif sur l'agriculture. Alors, nous nous rendons compte que même quand un truc positif n'est pas contrôlé, il peut causer des défis, des problèmes. Alors, je voudrais parler du changement climatique parce que en début de cette année, nous avons organisé une campagne et nous avons dit que le changement climatique affecte le changement climatique très mal, voilà. Et parfois, il y a aussi un effet balayeur. Et on a l'impression que lorsque les inondations viennent, on a l'impression que ce sont les femmes qui sont toujours emportées. Voilà la perception des personnes qui ne comprennent pas. Lorsque, en fait, le changement climatique affecte les femmes différemment parce que les femmes ont des différentes réalités. Voilà, donc, et les femmes ne savent pas charger, elles ne savent pas nager. Donc, généralement, lorsque l'inondation vient, elles sont toujours emportées. Voilà, donc, elles n'ont pas la possibilité de se trouver l'argent pour se trouver, les ressources nécessaires pour se trouver d'autres maisons. Alors, même quand l'inondation vient, elles ne quittent pas le lieu à risque, elles sont obligées de rester et tout ça, ça crée du conflit. Alors, il y a aussi des femmes qui sont déplacées, les déplacés internes. Et ça fait, lorsque quelque chose se passe, ces personnes déplacées sont déjà dans des zones de danger parce que lorsque tu n'es pas chez toi, tu es généralement en danger. Et aussi, 70% des conflits, je parle des conflits locaux et non politiques. En fait, le souci, c'est parce que ce sont des femmes qui puisent de l'eau dans ces zones d'insécurité, même des zones de guerre. Et ce sont celles-là qui sont aussi exposées parce que les hommes ne font pas des travaux ménagers. Et donc, elle peut être violée, attaquée et elle peut marcher sur des kamikazes et voilà, il y a des kamikazes partout dans le pays, sur le côté rural et elles doivent marcher 3 heures pour puiser de l'eau et à cause du manque de pétrole, même
le manque de pétrole en Ukraine a affecté ces femmes et aussi l'inflation, les prix qui montent ont obligé les femmes, les femmes sont basées sur ouais, aussi la déforestation il y a eu une grosse croissance de déforestation parce que c'est présentement la seule source de revenus. Et aussi, les femmes font partie, elles font la majeure partie des personnes vivant dans des zones rurales. Et je vois, je vais m'arrêter là. J'ai 2 recommandations. Je crois que je vous laisse avec la photo de Madeleine. Lorsque vous pensez au changement climatique, ne pensez pas seulement des désastres naturels, mais pensez également à l'effet que tout ceci a sur les jeunes femmes. Et tout. Merci. Merci, Dr. Nadia. Vous avez amené à voir l'impact sur en fait l'impact du changement climatique dans les zones rurales et aussi sur les jeunes filles. Alors, merci pour des exemples. Alors, je vais donner la parole à notre collègue Rolal Assad, qui est une formatrice dans les médias et aussi elle est également environnementaliste et elle a créé le Future Agenda Socialist Network et aussi dans les médias et depuis les Pays-Bas, elle a également un diplôme en journalisme dans une grande université. Là, vous avez la parole. Lorsque nous parlons du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, nous ne pouvons pas mettre de côté le contexte politique et également la patriarchie dans ces systèmes et aussi dans beaucoup de pays de nos régions. Alors, je vais vous poser la question de manière spécifique. Comment est-ce que ces facteurs tels que la dictature dans comment est-ce que ça cause le changement climatique et quelles sont les répercussions? Quelles sont les solutions? Comment nous sommes affectés par ces systèmes, par la dictature militarisée et quelles sont les solutions? Voilà. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. En réalité, je me sens frustrée à cause de ce problème. Voilà, parce que toujours, d'habitude, je parle des actions environnementales qui ont commencé à cause des inondations, de la sécheresse, pardon. Et avant la guerre en Syrie, aussi, j'ai partagé, en fait, j'ai éclairé à propos du contexte de la Syrie. Alors maintenant, je vais rentrer et prendre la Syrie comme exemple également pour déterminer le rôle de l'État parce que depuis des décennies, le changement climatique est considéré comme quelque chose qui est au-delà de notre contrôle et aussi, voilà, donc les victimes du développement, c'est vraiment difficile. Mais aujourd'hui, après 11 ans de guerre, nous ne pouvons pas vraiment mettre, en fait, vider l'État de leur rôle. Alors, je vais partager quelques expériences personnelles qui sont liées à la sécheresse en Syrie, surtout au cours
la révolution. En fait, j'avais souvent des questions qui me sont souvent posées par des journalistes. Et pour moi, en ce moment, le changement climatique était limité dans ma tête et avec la sécheresse et aussi les soucis en Pennsylvanie. Et puis, 1980, comme le palier de la Syrie. Voilà. Et là, on m'a posé cette question de savoir s'il y a un lien entre la sécheresse, la révolution et le changement climatique. En fait, je n'avais pas d'annexe, je n'avais pas de connexion. En fait, je croyais que c'était possible, je n'étais pas vraiment sûre, mais aujourd'hui, si je regarde comment le gouvernement syrien, avec le régime en place, comment il dépouillait le pays des ressources naturelles et tout. Voilà, donc, mais la sécheresse, les crises étaient le plus important parce que son impact pouvait se ressentir et c'était au-delà du contrôle de l'État et voilà, donc ça a rendu ça, il y avait beaucoup de décisions par le gouvernement qui ont été vraiment en fait, l'idéologie au gouvernement de Bachar al-Assad dans le pays n'était pas vraiment, vraiment faisable et de la légitimité dans des zones rurales et aussi pour, oui, pour répondre à l'insécurité n'était pas facile parce que désolé, l'anglais n'est pas très bon, clair, petit, de patienter. Donc, il y avait une priorité sur la militarisation et c'était dans les années 1970 et 2000, entre les années 1970 et 2000. Mais avec le temps, il y avait un drainage des ressources. Voilà, donc les ressources étaient dépouillées et pillées par des autorités. Et tout cela était juste pour résoudre une crise spécifique, mais en fait, il y avait les ressources étaient vraiment dépouillées et qui n'étaient pas vraiment reliées à la guerre et en fait, les femmes sont les plus pauvres et elles traversent des situations désastreuses, elles sont des réfugiés. Voilà, donc de manière légale ou illégale, elles sont celles-là qui portent tout le fardeau émotionnel, le fardeau. Ce sont elles qui ont travaillé parce que elles sont les plus obéissantes. Et là, nous rentrons maintenant ces femmes qui sont, que ce soit dans des camps de sécheresse, des camps de guerre ou ailleurs, en fait. Lorsqu'il n'y a pas l'eau, les personnes ont quitté leur terre pour aller ailleurs. Donc, les conditions de vie n'étaient vraiment pas les meilleures. Et les filles devaient quitter l'école parce qu'ils devaient trouver du travail et aussi le fardeau était exaspérant. Et c'était pas facile. Et les violences, la discrimination, même en Syrie. Et bien sûr, elles étaient stigmatisées, discriminées. Et elles étaient également isolées. Voilà, donc voici un petit exemple de comment relier ce qui se passe, faire le lien entre ce qui se passe en Syrie et aujourd'hui. Voilà, donc il y a de 10 ans, je ne comprenais pas ceci, mais aujourd'hui, il y a également des politiques discriminatoires. Donc,
pouvons voir les crises environnementales et les politiques arabes, par exemple, les Arabes qui ont décidé d'exclure, de chasser les Syriens, voilà, et l'administration. Alors, c'était pas facile. Et voilà, donc il y avait de la discrimination en ce qui concerne voilà, la, la répartition de nourriture et ceci a vraiment beaucoup empiété à beaucoup de niveaux. Alors, il y avait également un pillage du marché social et ce qui a poussé beaucoup de choses à ne pas marcher, voilà, parce qu'il y avait que c'était pas facile parce que les politiques en ce moment et là nous parlons de ce qui a vraiment impacté les groupes vulnérables, parlons des filles et tout, c'est a vraiment exacerbé et ça a cru l'impact et pas seulement voilà, désolé l'anglais n'est pas très clair. Mais en fait, les femmes sont celles qui subissent le plus, peu importe où elles se trouvent en Syrie et peu importe leur sexe. Si je devais donner des exemples à propos de l'exploitation et des gouvernements et l'exploitation des environnements, de l'environnement par le gouvernement est vraiment mauvais. Voilà, donc beaucoup de ces populations se basent sur des dons, des bienfaiteurs et beaucoup, vous savez, voilà, il y a une jeune dame qui décide d'aller à une course de moto, de tricycle pour pouvoir, voilà, elle a, il y avait un lien entre le ministère de l'Environnement et le comportement de Bachar al-Assad et aussi et voilà les activités qui peuvent être contrôlées comme par des personnes à alors parce que dans l'entourage du président, il n'y avait vraiment pas de responsabilité et à propos des environnements et tout ça. Aujourd'hui, nous voyons comment ça impacte l'environnement de la Syrie et comment ça impacte aussi la population en Syrie. Et après la guerre, c'est devenu un peu plus clair avec la militarisation et aussi à Damas, le sol qui était brûlé, voilà, minéraux aussi pillés et le gaz, en fait, toutes les exploitations par-ci, par-là qui détruisent l'environnement, les explosifs et tout. Il y a des kamikazes et même des répétitions qui sont toujours restées. Et ceci a aussi causé un grand handicap. Il y avait beaucoup de missiles et le reste était un peu actif et voilà, ça pouvait tuer des personnes, voilà. Et ça a également détruit le sol et vraiment, il y a, je sais pas, il y a
il est de 10 ans que la Syrie a besoin d'au moins 100 ans pour que son sol soit fertile à nouveau. Et je parle de la militarisation, je parle des groupes armés, des ressources naturelles, de l'huile, du pétrole et en même temps des personnes, malgré tout ce qui se passe, il y a des personnes qui arrivent toujours à extraire, mais le gaz, il y a beaucoup de gaz, du gaz empoisonné qui peut vraiment causer beaucoup de dégâts. Et il y a des émissions également néfastes à la santé des femmes qui causent des maladies, qui sont une cause principale des maladies. La mort du fœtus, ça peut également causer la mort du fœtus et c'est pas évident. En fait, la crise en Syrie est au-delà des frontières, voilà. Donc, aussi voir comment la crise environnementale a vraiment causé beaucoup de dégâts, voilà, et surtout parce qu'ils ne sont pas des nationaux, voilà. Et c'est vrai qu'on va déterminer l'impact de la guerre sur l'environnement, pardon. On voit que il y a des solutions à long terme qui peuvent être adoptées. Voilà, donc, sinon, la dépendance va continuer, la sécheresse va continuer, le pillage des ressources humaines, naturelles va continuer à être d'actualité et il y a peu d'informations qui expliquent ce qui se passe en Syrie et aussi l'impact dans l'histoire. Alors, c'est important de savoir que nous peut parler de problèmes d'environnement au national si nous n'avons pas assez de connaissances, parce que c'est important de faire de cette histoire une histoire politique, voilà, donc en fait, un problème apolitique. Donc, nous devons avoir aussi beaucoup plus de mouvements d'activistes dans la région, parce que c'est vrai que des personnes et des individus dans la région, pardon, en souffrent parce que ici, voilà, même le reste, les restes de missiles, des armes, vraiment ont un effet néfaste sur l'environnement. Je vois que même des femmes ont passé un très sale quart d'heure ces derniers temps. Et si nous devons vraiment revoir le rôle des ministères de l'environnement, nous allons nous en rendre compte qu'il n'y a pas assez de fonds qui est implémenté par le peuple. Voilà, donc il y a beaucoup à faire encore jusqu'ici. Merci beaucoup, Roland. Vraiment. Non, alors, vous m'avez beaucoup rappelé, surtout de la campagne, bien sûr, les campagnes avec la première dame, pour l'utilisation de l'environnement et voilà. Et l'importance, celle que vous avez dit, pourquoi il est très important de toujours parler de l'environnement, parler en termes apolitiques de l'environnement et le climat. Merci. Merci beaucoup. Alors, avant-dernière personne, je vais donner la parole à une dame. Elle est à Wilf du Liban, pardon, et elle va parler elle est dans la campagne et aussi
Elle est avec WIF du Liban pour travailler sur les excès, les plaidoyers environnementaux. Alors, elle était dans la réunion féministe du changement climatique en Jordan et les ressortissants, les recommandations de cette réunion et aussi en termes de la participation et le rôle des femmes. Juste en écoutant ceci, voilà la sécurité des femmes, les variables de la sécurité de variables pour écouter surtout le la militarisation hégémonique de patriarchie. que nous sommes en train d'expérimenter maintenant dans les contextes de conflit. Et peut-être qu'Anna n'avait pas la chance de pouvoir parler, mais elle pourra faire une corrélation avec l'impact de l'application et le climat. Le genre, et tel qu'on est en train d'écouter toutes je crois que c'est magnifique. ces présentations, Ça ceci est en train de faire penser, on dirait qu'on n'avons pas d'espoir, mais pour nous, ça c'est juste une conduite. Alors, je suis en train de ressentir même un besoin. Comment est-ce que j'aurai ce courage de continuer à travailler? Mais c'est à partir de vie que nous sommes en train de vivre. Si nous ne le faisons pas, qui va faire ce que nous sommes en train de faire? Tout ceci et si vous voyez toute la présentation, je suis content que nous parce que je fais partie également. Parce que je fais aussi partie de et ça c'est un réseau féministe qui est en train d'organiser le réseau dans lequel nous sommes en train de travailler, où nous nous sommes rencontrés en Jordan, juste pour donner une explication de ces réseaux et aussi pour la participation des femmes telles que je l'ai mentionné. Voilà, donc les membres du comité d'organisation qui ont vraiment permis à ce que cette conférence soit un succès. Voilà, nous parlons de Nadjo Ibrahim et Nora et d'autres personnes que je n'ai pas mentionnées. Voilà, donc nous sommes le comité d'organisation. Et je crois que parlons ici, nous parlons de l'impact du climat. Beaucoup de femmes dans le réseau, nous parlons du climat, en fait. Nous n'avons pas mis en pratique beaucoup de participants. Beaucoup d'entre eux ont parlé du monde intéressant de ce que c'est que le climat et comment avancer. Alors, en ce moment, il y avait cette guerre en Irak et cela avait de l'impact sur la santé. Et tel que Mira l'a dit, avec l'environnement, nous allons au-delà des frontières. Alors, on commence avec le Burkina, il y avait beaucoup d'intérêt et il y avait aussi beaucoup d'expertise et beaucoup de connaissances dans ce domaine. Alors, nous avons eu des collègues du Libanon au niveau régional et après cela, nous avons créé une feuille politique, voilà, un draft et voilà, donc nous avons également essayé de voir tout, en fait, nous avons essayé d'aider beaucoup
et les préparations pour en vue du COP 27. Alors maintenant, tel que Nadia l'a dit, voici des trucs que nous nous disions de manière, oui, on nous disions à nous-mêmes. Maintenant, je crois que c'est plus clair dans le contexte, voilà, surtout le contexte des femmes. Et nous avons été soutenus par Oxfam, Jordan, et nous avons eu 10 recommandations. Je voudrais, permettez-moi de lire la dernière partie qui est comme la déclaration qui sera déterminée en vue de la, en fait, la délégation. Alors, voilà, ça fait partie également, en fait, c'est presque la même chose que ce qui a été dit ici et c'est vraiment une grande chose de voir que le travail abattu est également dans la même lancée que la nôtre parce que ce sont des rapports qui ont été préparés par beaucoup de pays, que ce soit la Palestine, le Yémen et le Liban et d'autres pays, voilà, dont les recommandations ont été assignées au gouvernement. Et voilà, donc nous avons eu des différents acteurs, parties prenantes et voilà, et des différentes implications aussi, surtout ceux-là toutes les questions qui ont trait au changement climatique. Alors, ça va nous aider à prendre les bonnes décisions. Deuxièmement, ça va assurer le respect de genre, l'égalité des genres dans toute question, toute question qui a trait au genre. Voilà. Et aussi se rassurer que la participation, assurer la participation entière de la société civile. Quatrièmement, sensibiliser les gens sur des problèmes qui ont trait au genre et aussi au climat, et également mettre de l'emphase sur ce qui a trait aux femmes et aux enfants et aussi utiliser l'autorité des délégations et même du gouvernement aussi. Si la participation des femmes et des filles et même les personnes avec handicap afin que chacun puisse trouver des solutions pour adapter et résoudre les problèmes suscités par le changement climatique. Alors, et nous allons nommer un officier de liaison qui va pourvoir des opportunités pour la responsabilité et aussi afin que les projets soient implémentés aussi. Nous recommandons également que les femmes soient incluses dans la prise de décision et même des politiques financières et même des actions. Et les Nations Unies sont responsables pour la facilitation de la société civile dans les forums nationaux et internationaux et aussi dans la résolution des conflits de tout genre neuf. Et ceci a également un grand rôle pour promouvoir le dialogue, surtout dans les zones qui sont prônes au conflit. Aussi, les Nations Unies ont un rôle à jouer dans des projets coloniaux. Voilà, et aussi l'implication, et surtout l'implication, la distribution d'eau et des terres. Voilà, et alors voilà, malheureusement, je crois que on aura pu partager un tour sur le rapport aujourd'hui, mais peut-être après, à d'autres niveaux, à nos niveaux, nous pourrons partager avec les participants en fait le rapport général. Le travail, en fait, c'est un processus et ce que nous faisons ici, en fait, c'est quelque chose que nous devons faire ensemble et
de manière holistique et transparente afin que nous puissions vraiment répondre aux problèmes. Voilà, surtout se mettre en tête que tant que les femmes ne sont pas présentes dans les négociations, ça ne peut pas être parfait. Alors, l'année prochaine, nous aurons un COP et nous aurons la possibilité de vraiment faire négocier et trouver des solutions ensemble. Alors, merci beaucoup. Désolée de t'avoir interrompu. Alors, si vous avez quelque chose à dire, autre chose, vous avez la parole. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites jusqu'ici. Et tel que je l'ai mentionné, c'est très important de voir, regarder le problème à tous les niveaux, régional et national, pas uniquement au niveau national. Et voilà, donc merci beaucoup. Nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est pour ça que je voudrais donner la parole à nos participants. Si vous avez une recommandation, je sais que vous en avez. Vous avez cette recommandation et sur comment vous comprenez ceci. Et alors, si vous avez des recommandations, alors, peu importe la question, vous avez des interventions à faire, vous pouvez partager et, dans la boîte de dialogue ou alors voilà, dans la boîte de dialogue, voilà. Donc, voilà, par la plateforme de questions-réponses en bas de l'écran. Alors, je vais commencer avec Madame. Si vous avez une recommandation, vous avez la parole.
Docteur Nadia, je sais que vous aviez aussi des recommandations là. Vous avez la parole. Voilà, merci. J'avais juste deux recommandations. D'abord, la recherche. Nous devons collecter les données. Et voilà, donc, nous devons comprendre comment le changement climatique et le conflit affectent pas seulement les hommes, mais aussi les femmes et, euh, et comment ça a à voir avec, comment ça affecte également les femmes et les enfants. Voilà, donc, et aussi nous devons considérer le fait d'adresser les politiques qui ont trait au changement climatique en général, et ceci devrait être au niveau national et même au niveau local. Il devrait avoir un lien entre le niveau local et national, et aussi des points de référence afin que les personnes puissent avoir accès aux informations dont ils ont besoin. Et aussi, je voudrais dire que Dr Annan est ici avec nous et elle n'avait pas la possibilité de parler. Peut-être c'est une possibilité pour elle maintenant. Merci, Dr Nadia. Alors, je vais donner la dernière parole à Dr Annan si elle est avec nous ici. Mais avant cela, tu as mentionné tu as d'autres recommandations. Là, tu peux le dire. Voilà, merci beaucoup, Selma. Docteur Hanan. Si Docteur Hanan, est-ce que tu nous écoutes? Est-ce que tu arrives à nous écouter? Docteur Hanan, tu es là? Docteur Hanan, nous n'arrivons pas à t'écouter. Nous aurons vraiment souhaité vous écouter. Nous aurons vraiment aimé vous écouter et parce que nous aurons vraiment souhaité nous aurons vraiment souhaité nous sommes nous n'arrivons pas pu avoir Dr Annan, donc nous allons organiser d'autres discussions telles que nos collègues ont mentionné. Nous venons juste de commencer cette discussion et nous allons continuer. Et après le COP27, et nous voulons encore écouter plus à propos de ces problèmes, en fait, qui a trait à la sécurité, le climat et le genre. C'est toi, Palestine. Voilà. Désolée, j'attends la traduction en anglais. Le problème en Palestine est exacerbé. Voilà, et l'impact des crises environnementales. Je crois qu'il y a une dernière question. Je sais qu'il y avait une question de Michel à propos de le plan d'action national, le WPS, et si nous pouvons utiliser ce plan d'action et cette tools pour nous aider et nous assister. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait répondre, si nous avons des experts
dans le changement. Nous avons des experts en changement climatique et aussi sur le WPS, la sécurité féminine. Et docteur, de manière brève, je voudrais dire que nous ne voulons pas donner trop d'importance s'il n'y a pas d'implication. Tel que je l'ai dit, je vois beaucoup de discrimination. Il ne suffit pas que le gouvernement prenne des lois qui ne sont pas implémentées à la longue. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir accès à la société pour pouvoir tenir responsable le gouvernement. C'est un problème majeur au Liban. Et quand je me base sur les données, je me rends compte qu'il y a beaucoup de discrimination. Voilà, donc je voulais juste nous éclairer dessus parce que nous avons beaucoup de problèmes. Et vraiment, désolée de te couper la parole, voilà. Je voulais dire, alors... le plan d'action national a beaucoup de poids. Au niveau local, je travaille sur la localisation du plan d'action au Liban. Et alors, lorsque tu parles aux femmes et tu demandes, est-ce que vous pouvez nous dire plus à propos du travail que vous abattez dans le cadre de la paix et la sécurité féminine? Ils disent que non, nous ne faisons pas ce type de travail. Et puis, voilà, donc, ils sont plus dans des problèmes qui ont trait, en fait, à des problèmes qui leur sont propres. Voilà, et avec l'environnement et même En fait, c'est-à-dire, ils travaillent dans ce sens-là sans même le savoir. Voilà, parce que c'est une nécessité, c'est une priorité. Donc, qu'ils comprennent le contexte. Voilà, donc, le manque de mise en place de loi, voilà, savoir que nous sommes dans des conflits, voilà, et c'est à ce niveau que la société civile agit. C'est une différence entre avoir entre parler et pratiquer. Donc, voici le véritable travail qui se fait au niveau local. Voilà, et aussi même à propos de la localisation. Désolée, j'attends la traduction en anglais. Juste pour vous rappeler, tous les orateurs, s'il vous plaît, lorsque vous parlez, cliquez sur la langue qui concorde à la langue. Bon. Je merci. C'est vrai que nous avons un peu dépassé le temps, mais c'était une discussion très intéressante et riche et nous devons continuer cette discussion. Parler de cette situation en Palestine, voilà, donc la répercussion et des menaces environnementales. Et c'est vrai, nous espérons que nous allons continuer à discuter et enrichir même l'agenda des ministres, les plaidoyers et même la justice climatique. Alors, je voudrais remercier Dr. Nadia, Dr. Noha et Michel. Et peut-être après. Et aussi, on aura peut-être l'intervention du docteur Anna. Donc, je vais remercier tout le monde et le groupe de travail de l'environnement. Et Wilf aussi, et l'équipe de Mina. Merci aussi aux interprètes et aussi aux participants. C'est vrai que nous avons un peu dépassé le temps, mais je voudrais vous inviter
à écouter le dernier podcast qui a été enregistré par le programme des hommes. Voilà, c'est intitulé Femmes dans la lutte contre le changement climatique en Palestine et en Syrie. Et c'est politique, c'est personnel et il y a un lien pour accéder au podcast dans la boîte de dialogue. Voilà, donc, vous pouvez également avoir ce podcast à télécharger sur Will et la voir même sur Spotify et partout. Alors, merci beaucoup pour votre attention et passez une belle soirée. Merci.